Bon, très bien, je vois que tout le monde est arrivé. Alors, nous avons une heure ensemble où nous allons parler professionnels et porteurs de projets, le parcours de la performance du XS au XXL ou XL. Donc l'idée, c'est que pendant une heure, vous allez voir défiler plusieurs types d'applications, tailles de systèmes, de projets. On a essayé d'être assez complémentaires. De la maison individuelle au tertiaire, en passant par le logement collectif et les systèmes grande taille. Pour cela, en fait, je vais demander de me rejoindre sur l'estrade Laetitia Brottier, cofondatrice et directrice innovation de Dualsun. Olivier Godin, qui ne nous a pas encore rejoint, mais ça ne saurait tarder, je pense, que vous avez vu ce matin, qui est le président fondateur de Solisart. Sonia Berkat, Business Development Manager de Viessmann, donc si tu veux nous rejoindre même. À moins on va avoir un petit souci de chaise. Donc on va peut-être faire au fur et à mesure. Voilà Olivier. Jean-Marie Nougaret, directeur de la prescription de Giordano, voilà, qui est ici. Et enfin Nicolas Picou, chargé de mission de Aura 2E. Voilà. Alors, avant de les faire venir successivement sur l'estrade, vous voyez un petit peu le programme des réjouissances qu'on va avoir cet après-midi, tous ensemble, avec une pause café à 15h. Donc, je vais vraiment demander aux intervenants de bien respecter le timing que je leur avais indiqué. Voilà. Et vous voyez les différentes personnes qui vont présenter. Je vais avoir l'honneur de vous présenter tout ça. Voilà. Alors, du coup, rapidement, avant de parler, enfin, donner la parole aux différents intervenants, je voulais un petit peu recadrer le solaire thermique et ses différents engagements. Pour recadrer au niveau international, on a un moteur de l'innovation au niveau international qui est le programme Solar Heating and Cooling de l'AIE, rapidement, qui permet de fédérer l'innovation au niveau international avec une trentaine de pays. Et vous pouvez avoir plein d'informations sur ce programme qui est, on va dire, la source internationale de toutes les nouvelles technologies développées dans le cadre du solaire thermique. Et j'ai trouvé que c'était pas mal d'en faire un petit peu la promotion et surtout de montrer dans une deuxième diapo que le terrain de jeu du programme, ça fait écho à pas mal des sujets qu'on va aborder concrètement dans les descriptifs de solutions marché dans l'heure qui vient. Donc notamment, vous voyez que j'ai essayé de souligner en gras toute une série de sujets qui peuvent être intéressants. On verra que notamment, il y a une nouvelle tâche en préparation sur le PVT, ça fera écho avec ce que va montrer Laetitia. Et vous voyez qu'il y a également des sujets d'innovation très présents à l'échelle internationale sur le solaire sur réseau de chaleur, le solaire destiné à l'industrie, et puis des nouveaux usages du solaire en général. Voilà, donc c'est aussi pour vous montrer que pour qu'on puisse avoir des industriels performants qui vont vous présenter des belles solutions, il faut au départ faire de l'innovation et donc aussi songer à partager à l'international. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par Olivier. L'idée, c'est de commencer par des applications plutôt sur l'individuel, mais pas que, et puis après d'aller dans des technologies de plus en plus grandissantes. Voilà, je te confie la zapette. Est-ce qu'il y a un micro pour... Ici, ouais, ou à la limite, je n'ai pas testé, mais... Alors le mieux, c'est peut-être que tu restes, parce que je ne suis pas sûr qu'il marche. Plus. Est-ce que vous... Non, mais c'est bon, à la limite, reste. Hop. Bonjour à tous et excusez-moi pour rester assis. On va voir des solutions solaires thermiques de l'individuel au tertiaire et industrie. Donc Olivier Godin, président et fondateur de Solisart. Alors, pour présenter Solisart très rapidement, on est fabricant français basé en Savoie, spécialiste du solaire thermique, c'est-à-dire qu'on ne vend que du solaire thermique. On est le leader du chauffage solaire en France depuis 2017. C'est le chauffage solaire mesuré le plus performant d'Europe. On est labellisé par Solar Impulse, donc ça veut dire que c'est une solution qui est bien pour la planète et compétitive. On a plus de 2700 installations en fonctionnement et on est un peu plus de 20 emplois temps plein. Et notre chiffre d'affaires a triplé, vous le voyez, en 3 ans.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui couvre la grande majorité de nos besoins énergétiques. Dans le résidentiel, c'est le chauffage et l'eau chaude. C'est la très très grande majorité de nos besoins. Et donc, une solution qui peut être jusqu'à 2 fois plus rentable que de faire que de l'eau chaude ou de l'isolation, qui permet de réduire de 2 à 3 notre conso, de stocker la chaleur, gérer les excédents d'énergie, c'est-à-dire tous les talents du solaire solutionnés, et qui marche aussi bien du sud au nord de la France, respectueuse de l'environnement et qui peut permettre de stabiliser le réseau électrique, c'est-à-dire qu'on peut très bien, avec une résistance immergée dans un ballon, venir stocker quand il y a un surplus disponible d'électricité. Alors, Solisart, on est présent sur tous les domaines et avec différents produits qui permettent de couvrir de l'individuel au collectif. On est fabricant, c'est-à-dire que l'usine est basée en Savoie. Nous, on est fabricant du système et on achète les ballons et les capteurs. Ici, donc, quelques retours d'expérience pour vous montrer un petit peu ce que l'on sait faire aujourd'hui en solaire thermique. Donc, une rénovation classique des années 70, 50% d'économie, chauffage et eau chaude en Rhône-Alpes, avec un ratio de dimensionnement de 10% de la surface habitable. C'est-à-dire que si vous avez 100 mètres carrés, ça ferait 10 mètres carrés de panneaux solaires. Donc on arrive à couvrir la moitié des besoins. Ici en Belgique, le deuxième, là on est sur du collectif, une habitation de 450 mètres carrés, gîte haut de gamme, et on fait 75% d'économie chauffage et eau chaude. Donc 75% on divise par 4, donc c'est des ratios que vous n'êtes peut-être pas habitués à voir. Et donc il y a une des choses intéressantes à savoir, c'est que dans le chauffage solaire, la baisse d'ensoleillement liée à la latitude est compensée en fait par une période de besoin de chauffage plus grande. Ce qui fait qu'on a la même productible par mètre carré de panneaux solaires de Marseille à Lille ou en Belgique. Et ça, c'est la seule techno qui le permet. Autre exemple, un bailleur social à Rouen. Là, c'est 40 logements de 80 mètres carrés, donc on est à 3000 mètres carrés, chauffé avec 300 mètres carrés de panneaux solaires. Et c'est 80 € chauffage et eau chaude par an. Vous avez bien entendu par an, hein, pas par mois. 80 € par an. Vous retrouvez sur le site de CJBAT la vidéo et la référence. On sait aussi faire de l'eau chaude solaire, ici avec une productivité de 500 kWh, donc 25% de mieux que le productible demandé par les fonds chaleur, avec une technologie qui permet de gain aussi en ECS collectif. Un bâtiment neuf, j'ai mis un peu pour voir de la réno, du neuf et un peu toutes les... Donc là, on est en Rhône-Alpes, 350 mètres carrés, un hôpital, et on fait 50% chauffage et eau chaude mesurée par l'INES. C'est dans le cadre d'un NTE. Une piscine, donc celle-là, je l'ai pris, elle est très connue, mais je l'ai pris pour sa référence. C'est la première piscine installée de France, donc ce n'est pas nous qui l'avons faite, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que l'on sait faire en solaire thermique aussi. Et l'intérêt, on est à 75% d'économie, 27 000 € économisés par an et 40 ans de vie des panneaux. Aucun n'a été changé. Voilà. Tous les autres avantages, je pense qu'ici, on les connaît tous. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions. Oui, très bien. Merci beaucoup. Effectivement, le micro fonctionne. On a fait exprès, comme on a 5 intervenants, c'était d'allouer une dizaine de minutes. Et là, du coup, il y a 5 minutes disponibles. Donc, je pense le plus simple, Edwige va pouvoir faire tourner le micro. C'est pourquoi pas de commencer par prendre des questions. Ne pas hésiter. Éventuellement, s'il n'y en a pas tout de suite, on pourra passer à l'intervenant suivant et à la fin, on aura plus de temps pour l'idée de reposer des questions en ayant un petit peu vu en perspective les différentes technologies. Allez-y. J'ai une question. Si vous pouvez vous présenter peut-être en un mot. Oui, moi je m'appelle Yitun Feng, société Fengtech en Mayenne. Donc, ma question, c'est pas une question, c'est... Je trouve que les résultats sont extraordinaires. 600 kWh par mètre carré par an, et les autres 640, c'est encore mieux.
Et là, ma question, c'est que ce sont des énergies primaires mesurées ou c'est l'énergie utile mesurée? Utile. D'accord. C'est-à-dire que l'économie primaire est encore plus grande puisqu'il y a le rendement de chaudière rentre. Tout à fait. Bon, merci beaucoup pour ces explications. Et deuxième, enfin, je vais peut-être pas le poser du tout au début. Et quand il y a des surchauffes en été, et quelle est la méthode générale pour gérer les surchauffes de solaire thermique? Donc là, on a un brevet qui permet de gérer l'excédent d'énergie l'été, c'est-à-dire qu'on est capable de vider la totalité de l'énergie stockée dans nos ballons et pas que la moitié basse, comme la majorité des solutions. Et du coup, ça nous permet d'évacuer 100% du surplus qui est arrivé la veille. Et donc, avec nos solutions, il n'y a plus de... l'excédent d'énergie, l'été est géré. Merci. Ah, on renvoie l'énergie dans les capteurs. On s'en sert comme des radiateurs la nuit. Ok. Thierry Girard, GRC, Bureau d'études. Je fais beaucoup d'expertise de solaire tertiaire. Et quel est le coût de la maintenance? Parce que le problème de fond, c'est que je suis tombé sur des dizaines d'installations qui n'ont pas été suivies. Et effectivement, au bout de 5-6 ans, elles sont à l'arrêt. Dans ces chiffres-là, vous n'intégrez pas la maintenance, le coût, le remplacement du fluide tous les 5 ans, 10 ans, je ne sais pas quels sont les coûts de maintenance de ces installations. Alors, c'est le gros intérêt de gérer les excédents d'énergie l'été, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'excédent d'énergie l'été, il n'y a plus de vaporisation et donc plus de dégradation du fluide. Et du coup, premier avantage, pas besoin de changer le fluide. Et de l'expérience précédente que j'avais chez un autre fabricant, on avait du recul sur 30 ans. Et si on ne laisse pas monter les panneaux en température, sur 30 ans, on n'a pas besoin de changer le fluide. Et la maintenance que l'on constate, la moyenne constatée sur des installations, alors je vais vous parler en rénovation individuelle, parce qu'en collectif, ça dépend effectivement de la taille de l'installation, mais on est sur du 220 € par an d'entretien. Donc quand on voit les économies, en fait, c'est un entretien qui est similaire. Mais il y a d'autres avantages sur l'entretien, c'est que pour tous ceux qui ont vu des chaudières ou des packs, c'est que vu les performances que l'on a, quand on réduit 50%, ça veut dire qu'on réduit par 2, ça veut aussi dire qu'on double la durée de vie de la pointe. Et donc en fait, si je prends une chaudière granulée ou si je prends une pack, rien que le coût de gagner une pack tous les 10 ou 20 ans, en fait la maintenance c'est gratuit, quoi. C'est même un plus. Très bien. Ben, je pense qu'on a eu plein de questions intéressantes et du coup on va te remercier Olivier. Ça a donné un bon panorama de cette première mise en œuvre. Et du coup on va basculer sur la présentation suivante sans plus tarder avec Laetitia. Ben, soit tu gardes soit le micro comme tu veux. Allez, on fait comme ça. C'est parti. Donc bonjour à tous, moi je suis Laetitia Brottier, je suis cofondatrice et directrice innovation chez Dualsun et on va rester sur la maison individuelle pour cette présentation. Mais avant de rentrer un petit peu dans la technique, je vais aller dans le bon sens, je vais vous parler en 2 mots de Dualsun. Donc Dualsun, on est des locaux de l'étape puisqu'on est marseillais, créé en 2010. On est aujourd'hui 80 personnes pour 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on se définit comme créateur français de solutions solaires, donc avant tout fabricant de panneaux, puisqu'on a à notre gamme des panneaux photovoltaïques qu'on dit flash, tout à droite du coup des panneaux plug and play qu'on appelle Prisi chez nous, mais je vais vous parler aujourd'hui de ce pourquoi on est connu, notre innovation du PVT, photovoltaïque thermique, qu'on appelle le Spring. Alors en 2 mots, le Spring c'est quoi? C'est du coup du photovoltaïque en face avant qui va, alors imaginez plutôt un panneau de 1 mètre par 2 mètres, du photovoltaïque en face avant qui va produire de l'électricité photovoltaïque, tout à fait classiquement, et on a en face arrière un échangeur qui vient récupérer la chaleur derrière les cellules pour du coup utiliser cette chaleur pour les besoins du bâtiment. J'ai toujours un problème avec le sens.
Donc on a lancé en 2024 notre Spring 4, d'où le 4, pas seulement, c'est aussi notre 4e version de panneau PVT, avec un échangeur, là vous avez notre échangeur précédent du Spring 3 qui est en polymère, cette fois l'échangeur ici il est en aluminium avec des possibilités d'intégration d'ailettes. Sur une technologie TOPCon, donc c'est une technologie qui est à la pointe du photovoltaïque. On a des panneaux de 425 watts crête ou 500 watts crête pour permettre de faire des 3 kg de manière facile. C'est une technologie qu'on fabrique en France à Jujurieux, dans l'Ain, et du coup qui a bénéficié du label Industrie du futur de la French Tech. Ce Spring 4, je vais vous parler plus précisément d'une application de chauffage bas carbone avec une pompe à chaleur solarothermique, dit plus simplement de la solarothermie. En termes de dimensionnement, donc, on préconise de mettre à peu près 1 à 1,5 panneaux par kilowatt de pompe à chaleur. Ce sont des pompes à chaleur OO. Si je veux caricaturer, en fait, je dirais que ce sont des pompes à chaleur géothermiques, mais au lieu d'avoir une sonde qui vient alimenter la source froide de la pompe à chaleur, cette fois, ce sont les panneaux hybrides qui alimentent directement la source froide de la pompe à chaleur. Donc on se retrouve à avoir de l'ordre de 70% d'économie sur la facture électrique qui se découpe ainsi. Donc c'est comparé à une chaudière gaz initialement. Donc là on est sur une PAC OO avec 12 panneaux. À Lyon, sur un besoin de chauffage de l'ordre de 15 MWh, 2 MWh d'eau sanitaire et à peu près 4 MWh électriques. Donc vous voyez à la fois une économie sur la facture d'électricité parce qu'on est hybride, donc on a aussi de l'autoconsommation électrique, une partie d'économie de la facture d'eau sanitaire, une partie sur le chauffage et enfin des gains liés à la vente du surplus du photovoltaïque. Et si on additionne tous ces gains, on est de l'ordre de 3 000 € de gains par an pour cette famille de 4 personnes à Lyon. Ce qui correspond à peu près à 71% de sa facture dans ce cas précis. Pour vous donner un ordre de grandeur de coût initial, du coup on était sur à peu près 40 000 € de coût total de l'installation. Alors ça peut paraître élevé, surtout quand on connaît par exemple le solaire, l'eau sanitaire solaire. Mais alors déjà c'est plus aidé puisqu'on a les mêmes subventions que les packs géothermiques. Donc les packs solarothermiques peuvent avoir jusqu'à 18 000 € de subvention. Mais même ce reste à charge de l'ordre de 23 à 34 000 €, vous savez que MaPrimeRénov' dépend du profil du particulier, mais même ce reste à charge de 23 à 34 000 € TTC se rembourse très vite puisqu'on a de l'ordre de 6 ans de temps de retour sur investissement. Et donc sur 30 ans, pour vous dire, vous avez économisé 156 000 €, donc les 34 000 €, vous les avez largement retrouvés. C'est aussi une solution qui est évidemment vertueuse en termes d'impact carbone puisque tout ça permet d'éviter de l'ordre de 6 tonnes de CO2 pour cette famille de 4 personnes, soit 1,5 tonnes de CO2 par personne. Pour expliquer comment ça marche, donc du coup on a une installation, vous voyez, les panneaux sont en direct sur la source froide de la pompe à chaleur, on n'a pas de stockage froid. Mais seulement une vanne de mélange. Alors pourquoi une vanne de mélange? Parce que les panneaux peuvent atteindre, vous le voyez sur le graphique, je ne sais pas si on a un pointeur. Ouais. Des températures. Tout en haut, en fait, on a finalement ce que délivre la pompe à chaleur en termes de température pour le chauffage. On a ici l'irradiation et en vert, on a la température ambiante. Et à chaque fois, ce que vous voyez, c'est ici les températures qu'on fait rentrer dans le panneau grâce au système et les températures qui ressortent du panneau et qui viennent rentrer dans la pompe à chaleur. Les températures qui ressortent du panneau, en fait, très vite, même si on est en hiver, elles vont dépasser 20 degrés, qui est pourtant la température que supporte la pompe à chaleur en termes de source froide. Donc pour éviter que ça dépasse les 20 degrés de la pompe à chaleur au haut, on a une vanne de mitigation pour ne pas dépasser ces 20 degrés. Vous voyez qu'on a un apport de la partie solaire. En fait, cet apport, c'est finalement la différence de température entre le moment où ça rentre et le moment où ça sort. Donc vous voyez qu'en pleine journée, on va être au-dessus de la température ambiante, mais le solaire va nous permettre d'avoir un gain. En pleine nuit, finalement, on va être en dessous de la température ambiante et c'est en essayant de rattraper la température ambiante que le capteur, finalement, va produire de la chaleur pour la pompe à chaleur. Voilà. Une question qu'on s'est posée, et là sur cette installation, vous voyez une installation qui a été monitorée à Strasbourg, c'était de voir quand est-ce que cette installation pouvait fournir
le chauffage, et notamment quand est-ce qu'on avait un recours à l'appoint électrique. Et ce qu'on a vu sur cette installation, c'est que finalement, il y a eu quelques minutes, 4 jours, qui ont nécessité un appoint électrique, donc qui n'a pas fonctionné en mode pompe à chaleur. C'était en plein hiver, on a eu 1, 2, 3 et le 4e jour là-bas. Donc c'est quand même une solution qui fonctionne 99,9 et encore beaucoup de 9% du temps. Voilà. Donc c'est une installation, c'est un système qui aujourd'hui est très, j'allais dire, peu connu encore, la solarothermie, qui était déjà très connue en Allemagne, dans notre filiale en Suède et aussi aux Pays-Bas, et j'allais dire qui arrive en France. Donc voilà, nous on est très fiers du coup de porter finalement cet intérêt pour des nouvelles offres en France avec de l'hybride pour la solarothermie. Très bien. Je pense que c'était clair et assez détaillé techniquement. Est-ce que ça soulève quelques questions complémentaires, intérêts? Alors, Edwige n'est plus là. Ah si, elle est toujours là. Parce que sinon, je peux me déplacer. Hein. C'était bien caché. Donc, ouais. Allez, on va prendre les questions. Je suis un peu le maître des horloges. Merci pour la présentation aussi détaillée. Et bravo. J'ai une question comme ça. Est-ce que vous avez comparé la COP avant et après le dispositif solaire? Oui. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais en gros, on va avoir un point de COP supplémentaire. Donc on va passer... sur la meilleure installation, on a atteint jusqu'à 5 en COP. Mais en moyenne, on est plutôt à 4,2, quelque chose comme ça. Oui, puis la question, c'est quelle est la référence? Est-ce que la référence pour vous, quand on gagne un point de COP, c'est un système sur R? Ou est-ce que c'est un système sur O qui est différemment configuré? Ça pose aussi cette question-là. Oui. Oui, bonjour, Bruno Louison, société Domotech, installateur sur Aix-en-Provence. Alors, moi, je suis passionné par les deux solutions qui viennent d'être présentées et je pense que tous les gens qui sont ici sont convaincus de l'intérêt du solaire. Mais on a aussi vu la limite du développement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir une installation de ce type à 23 000 €, il faut avoir des revenus très faibles. Et les gens qui sont à 23 000 €, déduction faite, n'ont pas les moyens de mettre 23 000 €. Donc aujourd'hui, dans le solaire, le plus gros frein, je pense, en parler en tant qu'installateur, il est là. C'est que les installations sont très performantes, sont pérennes et peuvent durer 40 ans. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, pour arriver à initier le financement, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un très bon point. Alors, c'est des solutions qui bénéficient de l'éco-prêt à taux zéro. Donc, mais après, c'est sûr que c'est un montage, puisque du coup, il faut pouvoir repayer son prêt avec les économies. Donc ça, c'est un point qui fait qu'on n'a pas 100%, on va dire, des 3 000 € par an directement à son bénéfice, puisqu'il faut aussi rembourser le prêt. Ça peut être une solution. Et après, c'est des solutions. Enfin, il y a même des aides aussi pour tous les revenus. Donc peut-être que les premiers à s'accaparer cette solution seront plutôt des hauts revenus. Puisqu'on a en fait le coup de pouce qui ne dépend pas des revenus et aussi la prime autoconsommation qui ne dépend pas des revenus. Très bien, une dernière question, peut-être. J'allais dire intrinsèquement, puisque en fait les panneaux solaires hybrides ont une stagnation à 80 degrés pour ce genre de technologie. Donc 80 degrés, on est bien en dessous d'une température d'ébullition. Donc en fait, même si on stagne, ça n'abîme pas les capteurs. Mais on perd l'intérêt de refroidir le système photovoltaïque. Mais on a moins d'intérêt. Alors, en fait, l'intérêt, on l'a tout le temps où la pompe est activée, ce qui est quand même l'essentiel du temps, surtout si on est sur une PAC solarothermique. Et donc, en fait, effectivement, on a moins d'intérêt sur les moments où la pompe n'est pas activée, mais en moyenne sur l'année, on se retrouve quand même à 10-15% de production électrique supplémentaire. Parfait. Et bien voilà, je pense qu'on a fait pas mal de choses sur ce sujet. Et puis, on va laisser la parole maintenant à Sonia de Viessmann, donc de Fleury-sur-Ours, comme on dirait. J'essaye vraiment de respecter un timing de 10 minutes. Hein, c'est pour ça que faut être équitable. Bonjour à tous, Sonia, Société Viessmann. Oui.
Alors, Viessmann, comme vous savez, c'est un grand groupe allemand. Cependant, on a été racheté depuis le début de l'année par le groupe Carrier, donc groupe américain, ce qui ne change en rien le fait qu'on a des sites de production, notamment en France. On a un site de production qui est le centre de compétences pour tout ce qui est solaire thermique et batterie de stockage pour le photovoltaïque. Donc, c'est une fabrication pour tout ce qui est ballon d'eau chaude pour le solaire et tout ce qui est panneaux solaire thermique, fabrication 100% française, dans une usine qu'on a en Lorraine, sur le site de Folquemont, que je vous invite à venir visiter. Donc on a un centre de recherche directement sur place avec un laboratoire de recherche qui nous permet d'innover sur nos produits. Ce qui nous permet d'innover sur nos produits aussi, c'est le fait de fabriquer tout nous-mêmes. Donc on n'achète que les matières premières. La fabrication est donc 100% française sur tout le processus de fabrication, que ce soit de nos ballons ou de nos capteurs. Et le fait de fabriquer de nous-mêmes nos produits, de A à Z, ça nous permet aussi d'innover. Ah, mais c'est... Bon, c'est pas grave. Ça nous permet d'innover sur nos produits, mais ça nous permet aussi d'être sur tous les marchés, toutes les applications, donc de la maison individuelle au réseau de chaleur, en passant par l'industrie et tout ce qui est tertiaire. Et que ce soit dans le neuf ou dans la réhabilitation. Comme j'avais dit, on innove nous-mêmes, on a un laboratoire de recherche avec un service R&D qui comporte 30 à 40 personnes. Et pour cela, donc on a estimé que l'ennemi numéro 1 du solaire thermique, c'était quand même la surchauffe. Je vois que tout le monde en parle et tout le monde a la question sur comment on gère la surchauffe. Nous, on s'est dit, on va aller modifier l'absorbeur pour que cette surchauffe en fait, soit gérée automatiquement sans, je dirais, intervention humaine. Donc, on a une technologie qui s'appelle la technologie ThermProtect, que ce soit pour nos capteurs plans comme pour nos capteurs tubes. Donc, en fait, pour nos capteurs plans, c'est un changement d'état de l'absorbeur. Donc, on va dire que l'absorbeur, c'est une couche sélective intelligente qui, à partir d'une certaine température, donc 75 degrés dans le capteur, quand notre stockage est plein et qu'il n'y a pas de tirage, va augmenter son émissivité. Donc, la structure cristalline de l'absorbeur va se modifier pour augmenter l'émissivité jusqu'à 40%. En ce faisant, on évite toute surchauffe. Il y a quand même une recommandation qui est très très importante, c'est d'avoir 3 barres de pression en haut des capteurs avec une température de stagnation de 145 degrés. On évite toute surchauffe dans notre système et on a un système qui a une durée de vie plus longue, sans intervention humaine comme je l'avais dit, mais la maintenance, comme l'a souligné je ne sais plus qui, est importante. Donc une fois par an, une bonne maintenance permet aussi de pérenniser son système. Le fait qu'on ait cette innovation sur nos capteurs n'empêche pas aussi, là je m'adresse au bureau d'études, de faire un dimensionnement dans les règles de l'art. Il n'y a pas besoin de surdimensionner son installation, donc faire un dimensionnement dans les règles de l'art pour éviter aussi des capteurs supplémentaires qui ne servent à rien. Non, pardon. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais, en plus, je suis une fille, gauche, droite, I don't know, je sais pas. Pour nos capteurs tubes, on a aussi la technologie qu'on appelle ThermProtect. Par contre, on ne va pas agir sur l'absorbeur. Cette fois-ci, on va agir sur le fluide qui se trouve, enfin le gaz qui se trouve dans le caloduc de nos tubes. Et en fait, on va agir aussi sur un changement d'état. Donc, à partir d'une certaine température, le gaz sera le fluide sera ou gazeux ou fluide. Et l'échange se fera avec le condenseur de cette manière. Dès que dans le condenseur, c'est trop chaud, le fluide ne va plus échanger. Est-ce que tous vos tubes sont dotés de ce système et à quelle température stagnent-ils? Alors, ils stagnent à 150 degrés. Tous nos tubes ont cette technologie ThermProtect, sauf nos capteurs grand champ. Donc, on a des capteurs pour les réseaux chaleur. Donc, c'est une technologie différente qui ne comporte pas l'anti-surchauffe parce que là, on va aller chercher justement d'obtenir un maximum de chaleur, de calories. Sont des capteurs qu'on peut mettre sur une batterie jusqu'à 80 mètres carrés. Donc là, pour les réseaux de chaleur, à partir de 200 mètres carrés. Voilà, mais je dirais pour tout ce qui est maison individuelle, le particulier peut partir en vacances tranquillement sans se soucier de son installation.
sans modifier quoi que ce soit sur son installation. Il n'y aura pas de surchauffe pendant qu'il se bronze au soleil pendant 1 mois ou 2 mois de l'année. Voilà, alors ça c'était un exemple qu'on avait fait, mais je pourrais vous en citer plusieurs. On a des exemples d'installation avec nos capteurs anti-surchauffe. Donc là, c'est un hôtel, on va dire, spécifique pour les sportifs. Donc c'est 2 sportifs passionnés aussi d'énergie renouvelable qui ont ouvert cet hôtel pour accueillir des sportifs en mal d'aventure, on va dire, en pleine nature. Donc là, c'est un système hybride qu'on a fait. Donc on a un système solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, mais aussi pour le chauffage. Donc là, on a une couverture solaire de 57%. On a aussi des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. Au départ, il y avait une chaudière gaz, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc j'en finis, je suis dans les temps. Ah, largement. Super. Après, je ne réponds pas aux questions. Hein. Je finis et je m'en vais. Voilà, je préviens. Non, je rigole. Donc, en fait, la technologie du Thermprotect, c'est une technologie qu'on a déjà depuis 6 ans maintenant, 6-7 ans. Donc, c'est une technologie qui a fait ses preuves, sur laquelle on a de l'expérience, qui est facile d'installation, facile sur le SAV, sur la maintenance. Bon, le solaire thermique, en général, ça ne demande pas beaucoup de maintenance, mais il faut la faire quand même. Sur toutes les applications, donc comme vous l'avez vu, on va de la maison individuelle jusqu'au réseau de chaleur. On a aussi un parcours de formation chez nous pour ceux qui le souhaitent, que ce soit pour les installateurs du collectif, pour ceux qui font du réseau de chaleur, pour les exploitants. Ils sont d'ailleurs les bienvenus. Et tout ça développé et fabriqué en France. Voilà, je pense que c'est tout. Parfait. Du coup, y a-t-il des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Solaire Pro, Pierre Chalumeau. En tant qu'installateur, c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'ai posé donc un Thermoprotect. Bravo, ça tient toujours. Merci. Et c'est vrai que c'est anti-surchauffe. Bon, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était intéressant de faire ça. Et juste, je ferai un petit zoom sur la maintenance, parce que ça fait 2 fois qu'on en parle, parce que quand même, il y a quelquefois des petites escroqueries sur le fameux fluide qu'il faut changer tous les X années. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une analogie avec la vidange de la voiture. C'est-à-dire qu'un fluide, on vient avec un réfractomètre, on vérifie son antigel, s'il est à -20, -25, on vérifie le pH du fluide, bon, on vérifie s'il est assez limpide, mais ça peut tenir 10 ans. Hein, il n'y a pas à le changer, c'est un escroc s'il vous dit ça. Hein. Tout à fait. Voilà, ça c'est une première chose. Et moi, ensuite, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai juste non, mais, dit je veux dire, faut faire la maintenance. Quand je dis la maintenance, il faut aller vérifier. Au niveau de l'expertise et puis des personnes qui sont là, parce qu'on n'en parle peut-être pas souvent. Voilà. Et je finis la parenthèse. C'était justement sur la maintenance. Bon, humblement, moi, je fais beaucoup aussi de chauffe-eau solaire individuel. Bon, le collectif, en faire tous les ans avec un suivi, ça c'est évident. Sur l'individuel, plutôt tous les 2 ans, 2 ans et demi, je dirais. Voilà, parce que ça permettra de gagner quand même, sur 2 ans, on gagne quand même en kilowattheure et en budget. Parce que si on commence à faire une maintenance tous les ans, vous allez perdre tout ce que vous gagnez dans l'année. Enfin voilà, j'ai fini là-dessus. Merci. Super, très bon complément. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en aurais une. C'est cette fameuse règle des 3 bars. Est-ce qu'elle est bien respectée? Est-ce qu'il y a un moyen de la faire respecter par un système de suivi léger, un monitoring, un pressostat ou quelque chose comme ça? Oui, on pourrait. Généralement, on fait confiance à nos installateurs. Donc nous, on travaille avec des installateurs, je ne vais pas dire agréés Viessmann, mais pour la mise en route, en tout cas, c'est des installateurs qui sont conscients qu'il faut avoir ces 3 bars, et je dirais même 3 bars plus, parce que c'est 3 bars, je dirais, minimum. Ça dépend après de la hauteur manométrique. Donc il faut rajouter 0,1 bar par mètre de hauteur. Mais c'est 3. Pour le moment, on fait très confiance à nos installateurs et ils ne nous ont pas déçus. Voilà. Très bien. Alors, il y a de l'intégration pour le particulier. Donc, il y a de l'intégration, mais que pour le particulier. Voilà, que pour les maisons individuelles. Pour tout ce qui est collectif, on ne fait plus l'intégration. On s'est rendu compte, on avait des capteurs intégration aussi pour le collectif, mais on s'est rendu compte que c'était très peu demandé, beaucoup plus sur l'individuel. Donc, on a abandonné cette gamme-là pour le collectif. Et je crois que ce n'est pas que vous. Voilà.
Il y avait une dernière question très brève de la montagne. Alors, on fabrique les capteurs plans 100% à Folkemont. Pour ce qui concerne les capteurs tubes, on a une usine en Chine, une usine Wiesmann. Donc, on travaille avec aucun fournisseur chinois. C'est vraiment une usine 100% Wiesmann, donc avec des employés Wiesmann, des process Wiesmann. En Chine, parce qu'en Chine, en fait, ils ont le savoir-faire de la liaison vers métal. Et du coup, voilà, bon, on ne peut pas leur enlever ça. C'était plus facile à mettre en œuvre, mais ça reste quand même une usine 100% Wiesmann, gérée par Wiesmann, avec des employés Wiesmann, et on ne travaille pas, on ne collabore pas avec des producteurs chinois locaux. Voilà. Sinon, le boîtier est fabriqué dans nos usines françaises, voilà, dans notre usine française de Folkemont. Très bien, eh ben, un grand merci. Et donc, on va accueillir Jean-Marie Nougaret pour la suite. Et pendant la transition, un chiffre qui est très intéressant. Ouais, merci. On parlait de Chine. La Chine, depuis 2 ans, son marché intérieur, notamment dans le collectif, a vu le panneau plan dépasser le panneau sous vide en volume. Donc, c'est un peu le signe de l'histoire aussi. Je te laisse continuer. Donc, du coup, c'est la zapette en bas. Jean-Marie Nougaret, qui va nous parler de piscine, entre autres. Eh bien, bonjour à tous. Donc, après toutes ces technologies, ces avancées technologiques, ces produits de dernière génération, qui sont nécessaires si on veut aller de l'avant, moi, je vais vous parler de quelque chose qui fonctionne depuis, qui n'a pas évolué dans sa technologie depuis 40 ans, puis qu'on a bien souvent tendance à oublier. Mais avant ça, je vais juste me présenter. Je suis donc Jean-Marie Nougaret, je suis responsable de la prescription dans un groupe qui s'appelle Giordano Air Energy, qui est né il y a 1 an, qui a été le rassemblement des énergies, on va dire, et des savoir-faire des 3 groupes qu'on voit sur le côté là, ESE Solar, Giordano Industrie et Soften Énergie Solaire, qui, sur la base d'une nouvelle lancée commerciale, repartent à l'assaut des parts de marché qu'on a envie, bien sûr, de partager avec tous les confrères qui sont là. Moi, je vais vous parler simplement de capteurs sans vitrage. Le capteur sans vitrage, c'est l'expression la plus simple du capteur solaire thermique, réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire le tube qui transporte le fluide caloporteur et l'absorbeur. Tout ça en une seule pièce. Alors, sur le marché, on a vu qu'il était important d'avoir 2 types de capteurs. Des capteurs rigides, comme vous voyez en haut, semi-rigides pour des installations plutôt en pente. Là, on a besoin d'une tenue mécanique. Vous voyez l'installation sur la pente de la toiture. Et puis les capteurs qui sont souples, notamment quand on a besoin d'installations qui sont de grande taille et où on doit s'adapter à la géométrie de la surface disponible. Donc ça reste extrêmement simple. Vous voyez, on a le phénomène du tuyau d'arrosage, on aime bien dire, qui reste au soleil et qui est juste optimisé d'un point de vue industriel. Si on voulait rappeler les fondamentaux de tous ceux qui se sont penchés sur les rendements des capteurs solaires thermiques, on a ici la courbe de rendement réduite à une droite, comme on l'avait il y a pas si longtemps, de 3 types de capteurs sous vide en vert, comme de ceux qu'on vient de voir là, capteur plan en rouge et capteur sans vitrage en couleur plus foncée. Et vous voyez qu'il existe une zone là entourée de rouge où le rendement des capteurs est tout à fait semblable, quelle que soit la famille de capteurs. Qu'est-ce qu'on a donc en ordonnée? On a bien sûr le rendement qui plafonne à 1 là, et puis en abscisse on a la température l'écart de température entre la température de fonctionnement du capteur et la température extérieure. Et on s'aperçoit que quand on est dans des valeurs faibles, lorsque les capteurs travaillent à des températures qui sont proches de la température ambiante, eh bien les rendements de toutes les technologies sont identiques, voire même supérieurs pour les capteurs sans vitrage, puisque simplement il n'y a pas les pertes optiques de réflexion sur le vitrage. Donc ça destine ces capteurs-là à des champs d'application à basse température, donc c'est la petite bande bleue qui est sur le côté gauche, à savoir notamment la piscine. Et si je voulais extrapoler à l'utilisation, à l'application en ECS, qu'on vient de voir en multiples usages, ou de chauffage, on serait plutôt dans la bande rosée, là, que j'ai qualifiée d'ECS. Donc des capteurs qui sont parfaitement adaptés aux besoins à basse température, qui sont très simples techniquement,
et qu'il ne faut pas oublier. Ils sont simples en termes de conception, mais ils sont simples aussi en termes de mise en œuvre. Si on parle de chauffage de piscine, vous voyez sur ce schéma qu'on fonctionne directement sans échangeur. C'est l'eau de la piscine qui passe dans les capteurs. Donc on a là aussi une simplicité de mise en œuvre, une simplicité de conception de l'installation. On a juste une pompe qui fait fonctionner le circuit lorsque on en a besoin, en dérivation sur l'eau filtrée. Donc là aussi, on a une grande simplicité de conception. C'était un des maîtres mots du message que je voulais faire passer aujourd'hui. Quand on regarde comment ça se dimensionne, bien, sans aller dans le détail, on s'aperçoit que les pertes thermiques que l'on veut combattre sur un bassin, elles sont essentiellement proportionnelles à la surface du bassin. Les pertes par les parois sont relativement faibles. Donc on va dimensionner ces systèmes en fonction de la surface du bassin. Et puis quand on veut faire des documents comme ça d'approche ou de vulgarisation, eh bien on peut dire que la surface de capteur qu'on va déterminer, elle est une proportion de la surface de piscine. Et sur cette carte de France, vous voyez qu'on va d'une surface égale avec un facteur N qui est égal à 1 dans le nord, dans la zone la moins ensoleillée pendant la période de baignade, jusqu'à un facteur 4, où là on va donc installer une surface qui est égale au quart de la surface du bassin, tout simplement pour rallonger. Dans quel but, vous allez me dire? De rallonger la saison de baignade de 3 semaines avant, 3 semaines après, atteindre la température de consigne en élargissant la période, ce qui est toujours bienvenu pour un équipement de plein air et de loisirs. Alors comment on fait ça? On a un vieil outil là, mais qui marche toujours, qui donne des bonnes idées garde-fous. C'est le logiciel Calsol de l'INES, où on peut évaluer la productivité des systèmes. Donc vous voyez que là, j'ai pris une valeur à Lyon, j'ai pris un bassin qui fait 300 mètres carrés. Je lui ai appliqué une surface de capteur qui fait 100 mètres carrés, donc on est à peu près au tiers là, même complètement. Et puis on a des feuilles de résultats là, qui approchent les quantités d'énergie. Vous voyez que sur les valeurs entourées en noir, on a un taux de couverture des besoins, donc pour une atteinte de la température de consigne avec les données moyennes prises en compte qui est de 100% pendant l'été sur ces bassins-là, avec une productivité qui est pas négligeable quand on regarde les chiffres que vous pouvez avoir en tête, par exemple sur les cahiers des charges des productivités sur le fonds chaleur ADEME. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on est sur 4 mois d'utilisation. Sur 4 mois d'utilisation, on a plus de 500 kWh d'énergie récupérée par mètre carré de capteur. C'est de l'énergie utile, pour répondre à la petite remarque de tout à l'heure, parce que là, elle va directement dans le bassin. Il n'y a pas de perte de stockage ou quoi que ce soit. Le stockage, c'est le bassin. Donc, c'est une techno qui est très simple, qu'il ne faut pas oublier. Je voulais vous présenter un petit exemple. Je pense que je suis dans les temps, Daniel, ça va? Un petit exemple là d'une communauté de communes que j'ai localisée là on est vraiment dans une valeur de latitude moyenne de la France, dans les monts du Mâconnais, à 500 mètres d'altitude, donc avec des nuits qui sont quand même fraîches et où le besoin de chauffage est conséquent sur les bassins qui veulent ouvrir sur les scolaires au 1er juin et qui veulent perdurer jusqu'au mois de septembre inclus, pour que nos têtes blondes elles puissent apprendre à nager sans aller trop loin, sans aller à la grande ville. Donc cette communauté de 29 communes, elle a 2 piscines de plein air, la piscine de Chauffaille et la piscine de Laclette, qui ont... alors on dit Laclette, on ne dit pas la Clayette, donc je me suis fait reprendre plusieurs fois, puis maintenant je dis Laclette. On a des piscines qui sont strictement identiques. Ils ont construit 2 piscines identiques. Donc un peu plus de 500 mètres carrés 536 mètres carrés de bassin, donc un peu plus de 400 mètres carrés de moquettes solaires, de capteurs solaires, donc un ratio qui est un peu supérieur à 1. Pourquoi? On n'est pas tout à fait dans le cadrage de la carte de tout à l'heure, simplement à cause du facteur altitude, qui fait qu'on a des températures d'air qui sont plus fraîches, et notamment la nuit. Donc voilà, c'est la localisation de ces 2 piscines sur l'ensemble de cette communauté de 15 000 habitants, c'est pas beaucoup, mais les équipements sont fortement appréciés. Donc ces piscines se sont équipées. Elles se sont équipées. Une piscine a été équipée en 2007 et puis a décidé de renouveler son équipement cette année. Mais la seconde piscine, sur l'exemple de la première, s'était équipée l'année dernière. Donc on a une communauté de communes qui a 2 piscines solaires comme équipement. Donc là, on va pouvoir lancer la petite vidéo, si c'est possible. Donc réalisé par Tangrim, enfin quand on convoque un caméraman. Voilà, ça c'est la piscine réalisée cette année. Voilà la surface de moquette solaire. Ça c'est celle qui était faite l'an dernier. Ce système installé chez nous depuis 17 ans, puisqu'on est quand même des vieux utilisateurs.
par Total certaines années sur le chauffage des eaux de la piscine intercommunale, puisqu'il y a 2 ans, on n'a pas eu besoin de chauffer d'eau autrement que par ce système. Donc économiquement, c'est relativement énorme au coût d'électricité aujourd'hui. Les 2 premiers grands pas ont été ces récepteurs solaires installés, les récepteurs Giordano, qui nous donnent entière satisfaction. Le retour sur investissement est quelque chose qui se chiffre en moins de 5 ans pour nous sur les collectivités. Il est évident que c'est un système assez spécifique. Le fabricant a une part très importante à la mise en œuvre, puisque c'est lui qui a élaboré le système et qui, enfin, on a besoin nécessairement de lui. Vous pouvez le constater, ce système est posé au sol, donc très très syntaxé. L'installation du chauffage s'est déroulée relativement rapidement pour une installation de cette taille, puisque le matériel était disponible au moment de la commande et donc Propriété Lespinasse a eu très rapidement son matériel. Ces systèmes-là sont extrêmement intéressants pour les collectivités parce qu'une piscine, c'est un équipement communal qui est systématiquement déficitaire et le poste chauffage, il est lourd. Les systèmes comme ça, le système Giordano Énergie de chauffage solaire de la piscine, il permet d'amener des économies et de toute façon valoriser une énergie locale comme l'énergie du soleil, une énergie locale et renouvelable, c'est quand même complètement dans la logique des choses pour un équipement de plein air. On vient à la piscine quand il fait beau et on sait que le soleil contribue aussi à réchauffer l'eau des bassins. Et ce, dès le tout début de la saison. Et je pense que j'avais une petite diapo de fin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis ouvert à toutes vos questions et je voulais attirer votre attention sur cette technologie qui est vraiment la base de notre métier du solaire thermique. Il ne faut pas l'oublier. C'est une technologie qui n'est pas aidée par les pouvoirs publics, en tout cas pas par l'ADEME directement. C'est une technologie qui est extrêmement performante, parfaitement, où les apports sont en phase avec les besoins. D'où les productivités qu'on a vues. Alors on parlait de foncier ce matin, hein, là on a besoin de foncier. Vous avez vu sur ces 2 installations, les capteurs ont été mis à proximité sur des terrains communaux, mais on peut tout à fait les installer sur des toits terrasses de bâtiments techniques, de vestiaires, etc. C'est le cas général, mais c'est vrai que à la campagne, il y a de la place là, hein, et sur ces 2 piscines par exemple, ça n'a posé aucun problème à la mairie de sacrifier entre guillemets un petit bout de prairie pour mettre en place une installation qui, dans son emprise, a grosso modo la même surface que l'emprise des bassins avec leur clôture et leur plage. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Jean-Marie. Comme il nous reste encore 10 minutes, on va malheureusement pas prendre de questions, mais on va laisser la parole tout de suite à Monsieur Picou. Voilà, pour être dans les temps. Voilà. Allez Nicolas, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour, merci. Du coup, moi, j'ai pas de système à vous vendre. Je ne vais pas parler de système aujourd'hui. Je vais vous parler de montage citoyen. Et donc, ça vient bien dans ce sens-là, évidemment. Donc, juste rapidement, l'Agence régionale de l'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 45 ans d'existence et on a une expertise dans les domaines de l'énergie et on apporte de la donnée et du conseil auprès des collectivités. Donc je vais vous présenter un peu l'état des lieux de l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables thermiques et notamment le solaire thermique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais vous présenter aussi un REX, un retour d'expérience sur le préau des colibris qu'a mené une société citoyenne qui s'appelle Buxia Énergie. Et puis du coup voir comment on peut développer un peu ce type de montage. Donc on est à peu près leader
français dans le montage de solaire citoyen, solaire thermique citoyen, avec trois opérations actuellement existantes, avec des montages qui sont assez différents d'un projet à un autre. On a Emmaüs Annemasse qui est porté par Forestener, qui est un investisseur citoyen qui fait plutôt du bois énergie, et là qui a fait un projet mixte bois solaire. On parlait du complément bois solaire tout à l'heure sur le foyer d'Emmaüs d'Annemasse. On a le Préau des Colibris que je vais vous présenter tout à l'heure, et puis un autre projet avec un atelier et un restaurant avec 25 mètres carrés de CS qui est porté par Orance Énergie et qui a été mis en service en 2019 également. Donc le projet citoyen, quelque part, l'intérêt, c'est qu'on a vu que le solaire thermique, c'est un investissement qui est quand même important au départ, même si c'est rentabilisé dans le temps. Là, l'investissement il n'est pas fait par le maître d'ouvrage, que ce soit une entreprise, une copropriété, une collectivité, mais par une société citoyenne. Je vais vous présenter ça ensuite, qui va investir et mettre à disposition l'équipement moyennant un loyer, en général, qui est fixé pour que la société puisse amortir son investissement. Donc voilà, le montage économique, c'est du tiers investissement. La société citoyenne porte l'entièreté du coût d'installation. Les habitants bénéficient des économies générées par l'installation solaire thermique et ne payent finalement plus que l'appoint de l'installation, que ce soit du gaz ou de l'électricité, peu importe. Et puis pendant une durée qui permet d'amortir le contrat, enfin l'investissement, il y a un contrat qui est fait de mise à disposition de l'installation qui permet aux tiers investisseurs, en l'occurrence les sociétés citoyennes, de récupérer leur mise avec un bénéfice de l'ordre de 3% de rémunération de l'actionnariat, qui est, je pense, un taux qui est très raisonnable et qui ne peut être accepté que par ce type de société, voilà, pour un investissement qui peut être amorti en une dizaine d'années. Donc voilà ici l'exemple du Préau des Colibris, donc qui se situe à Voiron. Donc pour la petite histoire, vous pouvez visiter virtuellement cette installation. Il y a à la fois un investissement de la société citoyenne sur le photovoltaïque et sur le thermique. Ça a été subventionné par la région. Et si vous voulez, donc le reste à charge a été transformé en loyer sur une durée de 10 ans pour amortir l'installation. On a une couverture d'eau chaude et de chauffage puisque c'est un SSC qui permet de couvrir 49% de l'ensemble des besoins avec une hydroaccumulation de 600 litres. Et je crois, une chaudière gaz en appoint et une volonté par la suite, je crois, d'augmenter cette part de couverture des besoins qui serait possible via un nouveau stockage. Donc voilà, on voit que le solaire thermique qui a, on va dire, un équilibre économique qui est parfois un peu tendu, correspond bien finalement au niveau de rentabilité des sociétés citoyennes. Les sociétés citoyennes, il faut savoir qu'il y en a un peu partout en France, qu'elles ne sont pas forcément toutes au fait de ce que c'est que le solaire thermique. Elles connaissent parfaitement le photovoltaïque puisque ça fait 10 ans qu'elles se développent sur ce marché-là, en louant des toitures de collectivités ou même de privés. Mais voilà, on a une bonne
on va dire, corrélation entre les intérêts des sociétés citoyennes et la technologie du solaire thermique, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage. Du coup, ce qui nous amène à avoir édicté des recommandations qui sont portées notamment par Énergie Partagée, qui est le crowdfunding national sur l'investissement citoyen. Donc vous pouvez retrouver la feuille de route sur la chaleur renouvelable citoyenne. Donc il y a une partie sur le solaire thermique où on insiste sur, d'une part, trouver une espèce de confiance avec les établissements bancaires, comme on l'a eu sur le photovoltaïque, sur cette nouvelle technologie qu'ils connaissent peut-être moins, pour avoir aussi des taux acceptables, parce que si on prend 1% sur 3%, on voit bien que tout de suite, ça va moins bien coller. Et donc, voilà, on voudrait aussi effectivement avoir des assouplissements des critères du fonds chaleur pour aller sur des tout petits projets qui seraient éligibles au fonds chaleur, et puis rendre ça cumulable éventuellement avec des aides que pourraient toucher les ménages, notamment les C2E, pour garantir la rentabilité du projet. Et puis aider aussi les premiers projets de chacune des centrales citoyennes qui existent en France sur du solaire thermique ou sur d'autres on va dire énergies renouvelables thermiques, pour les aider à mettre pied dans ce marché-là qu'ils connaissent encore pas très bien et qui pourtant mérite vraiment toute leur attention. C'est plus risqué, hein, ce type de projet, qu'un contrat de vente d'électricité sur 20 ans sur lequel ils sont habitués à s'engager. Donc il faut aussi les aider à aller franchir le pas et notamment peut-être faire une espèce de fonds de garantie qui leur permettrait d'éviter de tomber dans des situations où le propriétaire ou le consommateur se désengage ou tombe en rade, ou voilà, essayer de les rassurer aussi sur ces aspects assurantiels qui sont loin d'être évidents. Cette confiance mutuelle entre des citoyens et des privés, voilà, il faut qu'on aide à les aider. Très bien, parfait. Je pense qu'il y a la place pour une ou deux questions ou quelques remarques sur ce sujet très intéressant. Il est à peu près 15 heures, donc on est bien dans les temps, mais est-ce que ça suscite je ne vois pas trop. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette approche, c'est par rapport à la contrepartie ou la garantie, en fait, puisque ces fonds citoyens font appel à lèvent de l'argent. Si les performances ne sont pas là, quel mécanisme fera que le loyer sera justifié et qu'on rétablira la situation? Comment on arrive à s'adapter, en fait? Alors, la performance, elle est là parce qu'elle est maîtrisée par tout ce qui est maintenance et suivi des installations. On peut dire que les citoyens suivent leurs installations quasiment au jour le jour dans le photovoltaïque, parce que voilà, ils ont l'habitude. Donc sur le solaire thermique, c'est la même surveillance au jour le jour. À la limite, ils surveillent plus que les consommateurs eux-mêmes. Donc voilà, on se garantit quand même de dysfonctionnement. Après, le schéma de garantie, en fait, là, dans les montages que je vous ai présentés, notamment Buxia, il s'agit simplement d'une mise à disposition de l'installation. Évidemment, il faut en sorte qu'elle fonctionne, mais il n'y a pas de contrepartie. Si elle ne fonctionne pas, ce sera la Point qui prendra le relais, et voilà, il n'y aura pas d'économie pour le client, quoi. D'accord. Très bien, une logique de loyer. Voilà. Très bien. Avant de clôturer cette session, y aurait-il peut-être une dernière question ou une remarque? Allez-y. Une société FinTech. J'ai une question parce qu'il y a une subvention d'assez important. C'est qui reçoit des subventions? Ce sont des clients utilisateurs ou c'est la société civile levée de fonds? Alors, effectivement, ceux qui ont reçu les fonds, c'est Buxia Énergie, qui est la société citoyenne. Là, en l'occurrence, c'était des fonds dispensés par la région
qui avait une aide particulière pour tout ce qui est projet citoyen. Maintenant, ces dispositifs et montages-là, ils sont acceptés aussi pour le fonds chaleur. Donc, ils pourraient très bien bénéficier du fonds chaleur. À l'époque, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, c'est des sociétés citoyennes type SAS ou SIC, donc des sociétés par action simplifiée, par exemple. Très bien. Olivier. Monsieur d'abord. En même temps. Juste une petite question. Oui. Il faut combien de temps pour instruire un tel dossier? Combien de temps pour instruire un dossier comme celui-ci? Techniquement, il est conforme à n'importe quel autre dossier. Le maître d'ouvrage, c'est juste pas celui qui occupe le bâtiment, c'est tout. À mon sens, ça ne doit pas prendre plus de temps que pour n'importe quel autre fonds chaleur. Voilà. Mais après, j'ai pas encore eu d'instruction fonds chaleur. Peut-être que ça va leur susciter des questions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on organise le 2 juillet prochain à l'INES une journée avec les collectifs citoyens et les acteurs de la chaleur renouvelable. Je vous invite évidemment à nous rejoindre pour justement que ces deux mondes se connaissent, et notamment les instructeurs du fonds chaleur, des fonds chaleur territoriaux. J'avais une question. Comment faire pour diffuser cette information aux autres et qu'ils aient connaissance, parce que souvent ils connaissent que le photovoltaïque? Là, on échange pas mal depuis ce matin avec les autres collègues des animateurs solaires dans les autres régions. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On voit Atlanson qui fait des opérations très intéressantes. On n'a pas suffisamment d'échanges entre nous avec les autres régions, mais je pense que c'est un des points sur lesquels on pourrait mieux agir pour que ça percole aussi sur les autres territoires. Pour l'instant, c'est des opérations qui sont quand même relativement récentes, même si elles ont quelques années de retour d'expérience. Mais il faut effectivement faire en sorte de les faire connaître, et c'est par aussi ce type d'événement qu'on les fait connaître. Très bien, c'est justement sur cette touche finale qui apporte beaucoup d'espoir. Notamment, j'ai noté le fameux 3% qui, à mon avis, est très intéressant s'il se vérifie sur le rendement financier. Ouais. Il n'y a pas de surchauffe. Alors, non, là, c'est de sociétés citoyennes classiques. Il n'y a pas de. Pour les actionnaires, vous pensez pour l'instant, il n'y a pas de société citoyenne qui dispose. Ah oui, alors pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de société qui bénéficie de type d'exonération fiscale. On est plutôt sur des sociétés très classiques, mais voilà, c'est possible. Nous avons un peu de marge pour d'autres questions ou... Non, voilà. C'est l'heure. Je me doutais. Dans la série parcours découverte, la pause de 3 heures est à nouveau à l'endroit où on vous a accueilli ce matin dans la salle des voûtes. Ça vous a plu Avec une acoustique très très intéressante. Ouais, voilà. Je vous propose de tester. Voilà. Donc. Bon, voilà. J'espère on vous a fait faire. Un joli tour, et puis à bientôt.